Depuis l'espace, cela ressemble à une tache sur la côte. Mais en zoomant, les images satellites révèlent une épaisse fumée noire s'élevant dans le ciel. Des réservoirs de carburant brûlent près de Port-Soudan. Les frappes ont été menées par des drones kamikazes visant l'aéroport, les dépôts de pétrole et les bases militaires. Jusqu'à présent, Port-Soudan était resté épargné par la guerre civile qui déchire le reste du pays. Elle accueille le gouvernement officiel et les ambassades étrangères, et sert de seul véritable lien du Soudan avec le commerce international et l'aide humanitaire. Sa neutralité était stratégique, mais désormais cette zone de sécurité s'est effondrée. Aucun groupe n'a revendiqué la responsabilité, mais les preuves désignent les forces de soutien rapide, qui seraient armées et financées par les Émirats arabes unis. Les drones utilisés lors de l'attaque correspondent à des modèles fabriqués en Chine, déjà aperçus dans des zones contrôlées par les forces de soutien rapide, et on soupçonne qu'ils sont arrivés via le Tchad. L'attaque contre Port-Soudan n'était pas seulement symbolique, elle était calculée. Elle déplace la guerre vers une nouvelle zone géographique, la mer Rouge, et elle n'est pas restée sans réponse. Quelques jours plus tard, l'armée soudanaise, que la Turquie avait réarmée discrètement, a lancé des frappes de drones en représailles au cœur du territoire du force de soutien rapide. Ce n'est plus seulement une guerre locale. C'est un véritable conflit par procuration, qui implique des puissances étrangères de partout dans le monde, notamment les Émirats arabes unis et la Turquie. Les deux se sont retrouvés dans des camps opposés dans de nombreux conflits à la périphérie. Mais au Soudan, la situation est devenue mortelle pour les agents émiratis et turcs sur le terrain. Lorsque la guerre a éclaté pour la première fois en avril 2023, elle a suivi un scénario familier. Celui qui contrôlait la capitale pouvait se proclamer gouvernement. Deux factions se sont affrontées, les forces armées soudanaises et les forces de soutien rapide, ces dernières étant un groupe paramilitaire composé de milices janjaouides qui ont mené des campagnes dévastatrices au Darfour, sous l'ancien président al-Bachir. Cependant, après le coup d'État de 2019 qui a renversé al-Bachir, le chef des forces de soutien rapide, Hamedi, est devenu l'homme le plus puissant du Soudan. Hamedi a vu une opportunité de gravir les échelons, mais lorsqu'il a tenté de s'emparer du trône, il s'est retrouvé face à un champ de bataille. La guerre civile qui a suivi a été brutale. Les forces armées soudanaises contrôlaient le ciel et le commandement officiel, mais l'avancée rapide des forces de soutien rapide les a pris par surprise. Les combattants des forces de soutien rapide ont utilisé la guerre urbaine et des tactiques de rue pour envahir Khartoum. En quelques semaines, la capitale n'était plus gouvernable. Cet événement unique n'a pas seulement brisé le pays, il l'a complètement bouleversé. Port-Soudan est devenue la capitale de facto, tandis que l'ouest du pays sombrait dans des massacres ethniques. Le territoire restant est devenu un patchwork pour les seigneurs de guerre, les entrepreneurs étrangers et des lignes d'approvisionnement changeantes. Depuis la chute de Khartoum, plus de 150 000 personnes ont été tuées et plus de 12 millions déplacés, beaucoup fuyant vers l'Égypte, le Soudan du Sud et le Tchad. Aujourd'hui, ce n'est plus une guerre civile au sens traditionnel du terme. Il n'y a pas de front précis, seulement des zones d'influence rivales et des frappes à longue distance. Les forces de soutien rapide contrôlent la majeure partie de l'ouest du Soudan, y compris le Darfour et les frontières avec la Libye, le Tchad et la République centrafricaine. Ce n'est pas un hasard. Les forces de soutien rapide ont bâti leur empire sur les routes de contrebande, les mines d'or et des soutiens étrangers. En réalité, les forces de soutien rapide sont un État dans l'État, avec leur propre logistique, pistes d'atterrissage et chaînes de commandement. Pendant ce temps, l'armée soudanaise s'est renforcée à l'est. Elle contrôle toujours les restes de la bureaucratie, de l'armée de l'air et de l'économie formelle. Mais elle est surmenée et obligée de défendre des actifs clés sur un vaste territoire. Elle a la légitimité, mais pas toujours l'initiative. Les forces de soutien rapide, avec moins de contraintes et un financement plus important, peuvent les frapper où et quand elles le souhaitent. Ce déséquilibre a défini la stratégie de guerre. Au lieu de continuer à conquérir des territoires, les forces de soutien rapide ont misé sur la pression. Elle a utilisé la famine comme arme, coupé les routes d'aide et capturé des villes stratégiques. L'objectif était d'épuiser les ressources de l'armée fédérale.
Elle n'avait pas besoin de gagner des batailles ou du territoire, elle devait simplement rendre le gouvernement impossible. Toutefois, cette stratégie avait ses limites. Les forces de soutien rapide manquèrent de capacité à longue portée. Nous ne pouvions pas frapper des cibles loin du front, pas sans aide. Et c'est là que les drones entrent en jeu. À la fin de 2023, des observateurs locaux ont commencé à récupérer des fragments de drones rôdeurs. Ils étaient élégants, silencieux et incontestablement étrangers. Ce n'étaient pas des quadricoptères commerciaux. C'étaient des drones rôdeurs à voilure fixe conçus pour tourner au-dessus de nous et plonger sur leur cible. Les débris indiquaient la présence de bombes guidées et de drones fabriqués en Chine, auparavant exportés vers les Émirats arabes unis. Une enquête menée par Amnesty International a révélé que, malgré un embargo sur les armes imposé par l'Organisation des Nations Unies au Darfour, des armes chinoises continuaient d'y parvenir. Les Émirats arabes unis les achètent légalement, puis les font transiter par le Somaliland et le Tchad jusqu'au Darfour, contrôlés par les forces de soutien rapide. Bien sûr, les Émirats arabes unis nient toute implication, mais les itinéraires de vols réguliers et les convois terrestres racontent une autre histoire. Ce schéma s'est répété trop de fois pour être ignoré. Quoi qu'il en soit, les forces de soutien rapide disposent désormais d'une flotte de drones capables de frapper des cibles à des centaines de kilomètres. En réponse, l'armée soudanaise s'est tournée vers de nouveaux alliés. Au début de 2024, la Turquie est entrée en jeu. La société turque de défense Baykar, réputée pour ses drones Bayraktar, a approuvé un contrat de 120 millions de dollars pour un lot de drones destinés aux forces armées soudanaises. Les registres de fret, les images satellites et les données douanières divulguées ont confirmé les livraisons. En quelques semaines, des drones turcs ont été repérés dans l'espace aérien, sous contrôle des forces de soutien rapide. En effet, à présent, tant l'armée soudanaise que les forces de soutien rapide exploitent des programmes de drones entièrement dépendants de fournisseurs étrangers, et cette dépendance est en train de transformer la manière dont la guerre est menée. Les forces de soutien rapide n'ont plus besoin d'avancer pour causer des dégâts. Elles peuvent frapper des cibles éloignées, sans risquer leurs troupes au sol. Preuve à l'appui, cette guerre ne se déroule pas dans des tranchées. Elle se joue autour des infrastructures comme les routes, les pistes d'atterrissage, les dépôts de carburant et les usines de drones. Et elle est externalisée, un contrat d'armement à la fois. Officiellement, aucune puissance étrangère n'a rejoint la guerre au Soudan. Et pourtant, les puissances étrangères sont partout. L'argent, la logistique, les armes, même la stratégie, rien de tout cela n'est plus soudanais. Le pays est devenu le théâtre d'une guerre froide régionale, attirant de nombreuses autres puissances. L'Égypte soutient les forces armées soudanaises pour empêcher l'Éthiopie de gagner plus d'influence dans le sud. Des agents russes et affiliés à Wagner sont stationnés en République centrafricaine et auraient aidé les forces de soutien rapide avec la logistique. L'Iran, bien que n'étant pas ouvertement impliqué, a renoué des relations diplomatiques avec le Soudan pour la première fois depuis des années. Même Israël est concerné, l'instabilité près de la mer Rouge menaçant son flanc sud. Donc ce qui se passe au Soudan a des répercussions bien au-delà de ses frontières. Cela pourrait perturber tout, du commerce aux opérations de lutte contre l'insurrection. Au milieu de tout ce chaos, le territoire soudanais a été progressivement découpé en couloirs aériens, chaînes d'approvisionnement et corridors stratégiques. Très peu de tout cela est réellement contrôlé par les Soudanais eux-mêmes. Au centre de cette toile se trouvent les Émirats arabes unis, officiellement neutres, officieusement essentiels. Pour les Émirats arabes unis, le Soudan fait partie d'une campagne plus large visant à dominer la mer Rouge. Abu Dhabi a massivement investi dans les infrastructures portuaires à travers l'Afrique de l'Est. D'Hargeisa au Somaliland, à Assab en Érythrée, jusqu'à l'île de Socotra au Yémen, les Émirats arabes unis sont partout. Port Soudan viendrait compléter la chaîne et transformerait la mer Rouge en un corridor émirati, ce qui lui donnerait alors un levier considérable sur l'une des routes maritimes les plus stratégiques du monde. Mais il y a plus en jeu que le commerce. En s'associant avec les forces de soutien rapide, Abu Dhabi s'assure l'accès aux mines d'or, aux terres rares et aux routes de contrebande qui s'étendent jusqu'en Libye et au-delà. Les forces de soutien rapide protègent les accords miniers émiratis et en échange, ils reçoivent du matériel, des financements et des armes. C'est gagnant-gagnant. La Turquie, elle, joue sur le long terme.
En 2017, le gouvernement turc a signé un bail de 99 ans pour réhabiliter l'ancien port ottoman de Suakin, juste au sud de Port Soudan. Cela aurait donné aux Turcs un point d'appui stratégique sur la mer Rouge. Cependant, ce projet a été gelé après le bouleversement politique au Soudan, même si l'ambition demeure. La Turquie a d'abord tenté de jouer les médiateurs, mais une fois qu'Abu Dhabi a commencé à armer les forces de soutien rapide, l'équilibre a changé et les discussions se sont effondrées. En réponse, la Turquie a changé de tactique et a soutenu le gouvernement soudanais légal, se positionnant comme un contrepoids à l'expansionnisme émirati. Dans tous les cas, les deux camps ont intégré des conseillers militaires, des équipes logistiques et des officiers du renseignement, respectivement, dans l'armée soudanaise et les forces de soutien, rapides. Ils ont pris soin de ne pas empiéter sur les plates-bandes de l'autre et de maintenir la situation en dessous du seuil d'escalade, du moins jusqu'à récemment. En effet, le 26 mars, l'armée soudanaise a repris la capitale Khartoum. Ce fut le plus grand tournant en près de 2 ans de combat, car cela a repoussé les contingents des forces de soutien rapides dans le coin sud-ouest du pays. En contrôlant la capitale, l'armée soudanaise a également revendiqué une victoire symbolique qui a renforcé sa crédibilité internationale. Plus tard, le 3 mai, des drones turcs, probablement opérés par du personnel turc combattant aux côtés de l'armée soudanaise, ont frappé un avion cargo militaire à l'aéroport de Nyala. L'appareil était soupçonné de transporter des drones, des munitions et des systèmes radars pour les forces de soutien rapide. Cependant, les renseignements étaient un peu erronés. En plus des armes, l'avion transportait des mercenaires étrangers, dont des officiers et des soldats des Émirats arabes unis. L'attaque de Nyala a neutralisé des dizaines de combattants des forces de soutien rapide, mais aussi 4 Émiratis. Une riposte à l'attaque est survenue un jour plus tard. Port Soudan a été frappé par une vague de frappes de précision qui a duré plus de 3 jours. Le seul aéroport international du Soudan, une base aérienne militaire, une centrale électrique, le principal port pour l'aide humanitaire et un hôtel hébergeant des diplomates étrangers ont tous été endommagés. L'attaque a également visé des hangars militaires, où étaient entreposés des drones fabriqués en Turquie, blessant des membres de l'équipe de soutien turc. On pense que l'embuscade a été planifiée et exécutée par les Émirats arabes unis, et non par la direction des forces de soutien rapide. Et même si la direction émirati a condamné l'attaque, le gouvernement soudanais a rompu ses liens avec Abu Dhabi immédiatement après. Les responsables émiratis sont troublés par l'implication de la Turquie dans la guerre, mais après l'attaque contre Port Soudan, une nouvelle escalade est probable. Les analystes locaux estiment que les Émirats arabes unis cherchent à accroître leur soutien militaire aux forces de soutien rapide, ce qui accélérerait le conflit. Pendant ce temps, les forces de soutien rapide cherchent à prendre le contrôle total de la région du Darfour. La clé de cette stratégie est la ville d'Al-Fashir, qui est la dernière grande ville contrôlée par le gouvernement dans la région. Si les forces de soutien rapide parviennent à prendre Al-Fashir, ils pourront avancer plus au nord et, ce faisant, renforcer les lignes d'approvisionnement des Émirats arabes, unis vers le territoire des forces de soutien rapide. En même temps, l'armée soudanaise essaiera de faire le contraire et de lever le siège d'Al-Fashir. Elle voudra également déplacer l'épicentre du conflit vers l'ouest, en direction de la frontière avec le Tchad. Ce faisant, en rapprochant le champ de bataille de son voisin, cela augmente la probabilité d'un débordement au Tchad, ce qui pousse alors ce pays à reconsidérer sa coopération avec les forces de soutien rapide et les Émirats arabes unis. Des hauts responsables militaires soudanais ont déjà averti que les aéroports du Tchad sont des cibles militaires légitimes. Ainsi, à mesure que l'armée soudanaise progresse vers l'ouest, des frappes militaires au Tchad deviennent d'autant plus probables. Cela pourrait soit pousser le Tchad à interrompre les transferts d'armes vers les forces de soutien rapide, soit le laisser sans autre choix que de renforcer son soutien aux forces de soutien rapide. La première option est la plus probable. De nombreux opposants au président tchadien Mohamed Déby ont rejoint les rangs de l'armée soudanaise, en particulier des membres de la communauté Zaghawa qui vit le long de la frontière entre le Soudan et le Tchad. Jusqu'à 3000 combattants Zaghawa ont rejoint l'armée soudanaise, et ils gardent une rancune contre les milices janjaouides au sein des forces de soutien rapide contre lesquelles ils se sont battus dans les années 2000.
L'armée soudanaise pourrait encourager les combattants Zaghawa à lancer des attaques au Tchad pour perturber les lignes d'approvisionnement des forces de soutien rapides. Ainsi, le Tchad pourrait finir par prendre ses distances afin d'éviter que la violence ne déborde sur son territoire. Cependant, cela ne préviendrait pas totalement l'escalade du conflit. À mesure que les combats se prolongent au Soudan, il devient de plus en plus probable que le conflit déborde dans d'autres pays. Il y a maintenant de plus en plus d'indices que les Émirats arabes unis cherchent à étendre leurs lignes d'approvisionnement à travers la République centrafricaine et peut-être même le Soudan du Sud. En mars, les Émirats arabes unis ont conclu un partenariat économique avec la République centrafricaine. Bien que les détails restent flous, l'accord pourrait impliquer l'utilisation des aéroports locaux pour soutenir les forces de soutien rapide. En somme, les guerres par procuration attirent de nombreuses puissances étrangères. Elles offrent de l'influence sans occupation, du levier sans responsabilité. Mais au Soudan, la Turquie et les Émirats arabes unis ont cessé de faire semblant. Leurs agents et alliés s'en prennent désormais aux officiers et aux ressources de l'autre camp. Ce qui vient ensuite, ce n'est pas une escalade contrôlée, c'est une collision. Parce que plus vous essayez de contrôler une guerre à distance, plus elle vous attire vers elle. Je suis Shervan, votre hôte de Caspian Report. Si vous appréciez notre travail, veuillez laisser un commentaire, cliquez sur le bouton j'aime et peut-être partager la vidéo. Dans tous les cas, merci pour votre temps et Sagal.